Ce monument millénaire est la porte d'entrée vers d'autres dimensions, un passage vers l'inconnu que peu d'entre nous sont prêts à explorer. J'ai vu une fois un portail féerique et failli le traverser. J'avais 9 ans à l'époque, c'était la semaine avant la rentrée scolaire, et j'étais déjà découragé à l'idée de retourner en classe. Les moqueries des autres enfants à propos de mon poids me rendaient la vie dure. Ma mère, dans l'espoir d'égayer ma journée, décida de m'emmener en excursion dans une réserve naturelle près de chez nous. Mais en arrivant, mon cœur s'est serré. Un bus rempli d'écoliers était déjà stationné là. J'étais un enfant un peu rond, et à cette époque, dans les années 1980, l'intolérance face à la différence physique était très forte. Les enfants pouvaient être cruels. Nous avons commencé à marcher le long du sentier principal, rempli de ces enfants bruyants et rieurs. Ma mère, avec sa gentillesse et son charme naturel, parvenait à les faire rire. Ils l'adoraient, mais lorsqu'elle détournait le regard, certains se tournaient vers moi pour lancer des commentaires désobligeants. Ne supportant plus leurs moqueries, je me suis éloigné du groupe, quittant le sentier principal. C'est alors que j'ai aperçu un ancien sentier indien, presque invisible sous les broussailles, serpentant entre deux arbres dont les branches s'entrecroisaient comme un portail naturel. Le chemin m'a mené jusqu'à une immense haie, si haute que je ne pouvais en voir le sommet. Elle s'étendait en largeur, comme si elle barrait toute la forêt. Le sentier que je suivais se terminait exactement là, devant une petite fissure dans la haie, juste assez large pour qu'un enfant puisse s'y glisser. Intrigué, j'ai jeté un coup d'œil à travers cette ouverture, et ce que j'ai vu de l'autre côté était d'une beauté inégalée. L'air, brûlant et étouffant de l'autre côté, laissait place à une fraîcheur inattendue. La lumière était tamisée, d'un vert éclatant qui contrastait avec la chaleur écrasante de cette journée d'été dans le Nebraska. J'ai franchi la fissure et posé un pied dans cet autre monde. Le sol, à l'opposé de la terre sèche et sableuse de la forêt, était humide, moelleux, presque élastique sous mes pieds. Le ciel au-dessus de moi était d'un bleu nacré, plus pur et plus brillant que tout ce que j'avais vu auparavant. Une rive verdoyante descendait en pente douce vers un ruisseau asséché, envahi de fougères luxuriantes. Un énorme tronc d'arbre couché en travers du ruisseau formait un pont naturel, conduisant à une forêt de troncs argentés, scintillant sous une lumière douce et diffuse. Je restais là, un pied fermement planté dans la réalité et l'autre dans ce monde féerique, hésitant. J'étais envahi par un sentiment de paix et de bonheur pur, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, surtout en cette période où je me sentais si souvent rejeté et malheureux. La forêt de l'autre côté semblait m'appeler, chaque arbre semblait murmurer des promesses de découverte et d'aventure. Je savais, au fond de moi, que si je posais les deux pieds dans ce monde, je ne pourrais plus revenir. Je sentais le sol s'affaisser légèrement sous mes pas, le doux murmure des arbres et la caresse délicate d'une brume légère sur mon visage. J'ai fermé les yeux, savourant cette sensation, me demandant si je pouvais vraiment laisser tout derrière moi et me perdre dans ce havre de paix. Mais alors, j'ai pensé à ma mère. Pourrais-je l'abandonner, elle qui avait tant souffert elle aussi? Peut-être pourrait-elle découvrir ce lieu magique avec moi, partager cette sérénité? Alors que cette pensée me traversait l'esprit, la fissure dans la haie commença à se refermer lentement. Les branches, comme des doigts noueux, se pressaient contre mon dos et mon ventre, m'obligeant à faire un choix immédiat. Allais-je entrer dans ce monde ou revenir sur mes pas? Je me suis arraché à ce lieu en me forçant à revenir en arrière. Les branches se sont accrochées à mon t-shirt, en déchirant un morceau, et l'une d'elles a effleuré mon bras, laissant une légère coupure qui saignait doucement. Je suis retourné sur le sentier, hors d'haleine, et j'ai rejoint ma mère sur le chemin principal. Elle parlait encore avec les enfants, ces mêmes enfants qui m'avaient humilié. Sans perdre de temps, je les suppliai de venir avec moi pour voir ce lieu extraordinaire que j'avais découvert. Elle m'a cru sans hésitation et a accepté de me suivre. Mais, en arrivant près des deux arbres qui formaient l'entrée du sentier, tout semblait différent. Les arbres étaient maintenant couverts de toiles d'araignées épaisses et collantes, comme s'ils avaient soudainement vieilli de plusieurs siècles. Le sentier lui-même s'était estompé, recouvert de feuilles mortes et de ronces, disparaissant dans la végétation dense. Je me suis tourné vers elle, désespéré. J'ai pointé en direction de la haie, cette haie gigantesque qui aurait dû se dresser là, visible même de loin. Mais il n'y avait plus rien. Rien d'autre que la forêt habituelle,
la même que celle que nous avions traversée quelques minutes plus tôt. Mon cœur s'est serré en réalisant que cet endroit magique s'était évanoui. La haie, le ruisseau, le pont, tout s'était volatilisé comme un rêve au réveil. Ma mère, bien que perplexe, m'a doucement murmuré, peut-être que c'était un endroit que toi seul devais voir. Une vague de tristesse m'a envahi. Un chagrin inconsolable, comme si j'avais perdu quelque chose d'irremplaçable. Ce jour-là, j'ai su que je venais de manquer une chance unique, celle de franchir le seuil d'un monde inconnu et merveilleux. Depuis, même après tant d'années, je pense encore à cet endroit. J'ai gardé ce souvenir secret, un secret que je n'ai jamais partagé, car je pensais le transmettre un jour à mes propres enfants, s'ils avaient eu la chance de naître. Mais je sais maintenant que ce lieu, aussi irréel qu'il ait pu sembler, a changé quelque chose en moi à jamais. Je venais de me laver les mains dans la cuisine et, en levant les yeux, j'ai aperçu mon chat assis de l'autre côté de la porte-fenêtre. Il me regardait fixement, avec ce regard insistant qu'il a lorsqu'il veut rentrer. Cela n'avait rien d'inhabituel, il avait passé toute la soirée dehors, explorant le quartier comme à son habitude. Sa présence sur le patio ne m'a donc pas surpris. Je pensais aller lui ouvrir, mais j'ai décidé d'abord de descendre nourrir mes 2 autres chats qui se montraient particulièrement insistants. Ils me suivaient en miaulant et semblaient si affamés qu'il devenait difficile de les ignorer. En descendant les escaliers, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon chat à travers la porte. Puis, arrivé en bas, prêt à remplir les gamelles, j'ai eu un choc. Mon chat, celui que je venais juste de voir dehors quelques secondes auparavant, était là, assis aux côtés des 2 autres, me fixant avec cette même expression affamée. Une vague de confusion m'a envahi. Je venais de le voir dehors, j'en étais certain. C'était impossible qu'il soit à l'intérieur maintenant. Il ne pouvait absolument pas rentrer seul, il n'y a ni chatière, ni fenêtre ouverte, et aucune autre porte n'aurait pu lui permettre d'entrer. La seule façon pour lui d'être là, dans la maison, aurait été que quelqu'un l'aide. Mais il n'y avait personne d'autre ici. Ma femme dormait profondément à l'étage depuis un bon moment, et aucune porte ou fenêtre n'avait été ouverte. J'ai ressenti une sensation d'incrédulité totale, comme si le monde autour de moi se déformait. Je suis remonté précipitamment à l'étage, me dirigeant vers la cuisine pour vérifier la porte-fenêtre. Tout était intact. La porte était bien fermée, verrouillée. Il n'y avait aucune trace d'un quelconque passage récent. J'ai jeté un coup d'œil dehors. Rien. Mon chat, qui était là quelques secondes auparavant, n'y était plus. Il se trouvait maintenant en bas, dans la maison, parfaitement calme, comme s'il avait été là tout le temps. Je suis resté un moment, immobile, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Aucune explication rationnelle ne me venait en tête. J'ai vérifié chaque recoin de la maison, cherchant le moindre indice qui pourrait expliquer comment il avait pu entrer, mais rien. Aucune anomalie, aucune autre personne, tout était en ordre. De retour en bas, j'ai observé mes 3 chats, y compris celui qui avait défait toutes les lois de la logique en se trouvant là. Ils se comportaient normalement, mangeant calmement aux côtés des 2 autres. Pendant ce temps, mon esprit continuait à s'emballer. La scène que j'avais vécue me semblait irréelle, mais je savais que je ne l'avais pas imaginée. Je n'ai ressenti aucune peur, seulement une confusion totale. Comment pouvait-il se tenir là alors que, quelques instants plus tôt, je l'avais vu assis dehors, à travers la porte vitrée? Il n'y avait ni distorsion de temps, ni sensation de dédoublement. Rien d'inhabituel avant cet événement. Juste cette anomalie pure et simple, un chat qui, d'une manière ou d'une autre, avait traversé l'espace sans explication. Mon beau-père a vu quelque chose d'étrange au Mexique, quelque chose que nous n'avons jamais pu expliquer. La manière dont cette histoire est sortie est plutôt particulière. Mon beau-père était assis dans le salon avec ma petite sœur en train de regarder Spider-Man. J'ai rejoint la pièce au moment de la scène où Ned utilise le sort de Doctor Strange pour appeler les autres Spider-Man. Mon beau-père s'est alors tourné vers moi et m'a dit qu'il avait déjà vu ce genre de portail avant. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, pensant qu'il plaisantait. Mais il a répété qu'il avait vu ce type de portail, sauf que celui qu'il avait aperçu était plus petit, avec un intérieur violet solide et un périmètre jaune, sans les effets de « feu d'artifice » que l'on voit dans les films Marvel. Curieux, je l'ai pressé de m'en dire plus.
Mon beau-père est originaire du Mexique, plus précisément de l'État de Guerrero. Je ne vous dirai pas dans quel pueblo il a grandi, mais c'est un endroit très reculé, où la population est majoritairement indigène et à la peau foncée. À l'époque de l'événement, il avait environ 9 ou 12 ans. Il travaillait déjà aux côtés de son père, aidant à construire de petites maisons, des murs et à déplacer des débris de construction. Un jour, alors qu'il bâtissait les murs d'un nouveau bâtiment sur un grand ranch, mon beau-père transportait une brouette pleine de ciment. Malheureusement, il a trébuché et tout le ciment s'est renversé par terre. Son père, un homme sévère, est devenu furieux et lui a asséné une gifle violente pour avoir gâché le matériau. Blessé et en pleurs, mon beau-père s'est enfui de l'autre côté du chantier, cherchant un endroit pour se cacher et pleurer. Il a trouvé un petit abri de stockage, d'environ 3x3 mètres, avec un banc appuyé contre le mur, des brouettes, des briques et des outils éparpillés. Il s'est assis au bout du banc, adossé au mur, la tête basse. Alors qu'il pleurait en silence, il a remarqué un magazine par terre. C'était un vieux magazine de voiture. Pour passer le temps et essayer de calmer sa douleur, il a commencé à feuilleter les pages, regardant les images. Cependant, quelque chose d'étrange l'a distrait. Il sentait une présence, quelque chose qui émanait de sa droite. Il a levé les yeux et n'a vu que les outils et les brouettes au fond de l'abri. Il a essayé d'ignorer cette sensation, mais elle est revenue plus forte. Cette fois-ci, au lieu de fixer le fond de l'abri, il a regardé légèrement sur le côté droit, juste au niveau de son épaule. Et c'est là qu'il l'a vu. Un trou violet dans le mur. Il m'a décrit ce trou comme étant entièrement violet, avec une bordure jaune. Le trou était net, presque parfait, comme si quelqu'un avait collé un énorme autocollant circulaire sur le mur. Il estimait que le diamètre faisait environ 1 mètre. Ce qui l'a le plus perturbé, c'est que ce trou était littéralement à quelques centimètres de son épaule, tellement près qu'il pouvait presque le toucher en tendant le bras. Intrigué, il s'est penché en avant pour mieux voir l'intérieur de ce portail. Puis, sans prévenir, la tête et le torse d'un homme sont apparus, sortant partiellement du trou. Mon beau-père m'a raconté que cet homme a d'abord regardé droit devant lui, fixant le mur opposé, avant de tourner lentement la tête vers lui. Leurs regards se sont croisés, et l'homme semblait autant surpris que mon beau-père. Il avait l'air effrayé, comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse le voir. Mon beau-père m'a dit que cet homme avait de grands yeux écarquillés, comme s'il était pris de court. L'homme est resté immobile pendant quelques secondes, puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il est retourné dans le portail, disparaissant complètement. Le trou violet s'est alors évanoui, se fondant dans le mur comme s'il n'avait jamais existé. Aucun bruit, aucune odeur, rien. Juste un retour au calme total. Paniqué, mon beau-père a couru chercher son père et lui a tout raconté. Son père lui a demandé si l'homme l'avait touché ou molesté. Mon beau-père a répondu non. Alors, son père a réuni les ouvriers et ils ont couru vers l'abri pour chercher cet homme. Ils ont déplacé chaque outil, fouillé chaque recoin, cherchant un indice. Lorsqu'ils ont réalisé que l'homme n'était pas caché et que mon beau-père parlait d'un trou dans le mur, ils ont commencé à vérifier le mur pour y trouver une ouverture. Mais il n'y avait rien. Pas une seule fissure, pas une marque, rien qui puisse indiquer qu'un trou ait jamais existé là. Son père, furieux, pensant que mon beau-père inventait cette histoire, l'a frappé encore une fois. Il lui a ordonné de partir et de rentrer à pied chez eux, à 3 kilomètres de là, seul. Le détail le plus étrange de cette histoire, c'est la description de l'homme. Quand j'ai demandé à mon beau-père de me dire à quoi il ressemblait, il m'a dit qu'il s'agissait d'un guro. J'ai d'abord pensé qu'il parlait d'un homme à la peau claire, mais non. Il m'a précisé que cet homme était blanc, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Mon beau-père m'a expliqué que c'était le tout premier homme blanc qu'il voyait de sa vie. Il a grandi dans un village isolé où il n'y avait que des gens à la peau brune, et n'avait jamais rencontré de personnes blanches auparavant. L'homme portait un t-shirt bleu clair et ressemblait à l'archétype du surfeur blond que l'on voit parfois à la télévision. Cela n'a aucun sens. Cet homme, ce portail, pourquoi était-il là, au milieu d'un village rural mexicain? Comment cet homme blanc est-il apparu par un trou violet dans un mur? Mon beau-père n'a pas de réponse, et moi non plus. Tout ce que nous savons, c'est que ce qu'il a vu ce jour-là ne correspond à rien de ce que nous connaissons.
Cela remonte à quelques années, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Ma sœur et moi vivons aux États-Unis, et il y a environ 3 ans, en plein mois d'octobre, nous avons décidé de partir en voyage en Irlande. Avant de partir, j'avais acheté une nouvelle valise, une Samsonite rigide, pas un sac souple. C'était une coque en plastique dur, avec des compartiments internes et des fermetures éclairs, ce qui rendait tout son contenu visible et facile à atteindre. Nous avons passé une semaine incroyable là-bas, découvrant cette magnifique île aux paysages époustouflants. Nous avons séjourné dans plusieurs hôtels au fil de notre itinéraire, explorant différentes régions du pays. Notre dernier hôtel, cependant, était particulièrement petit. La chambre était si compacte que le lit touchait 2 murs, laissant juste assez de place pour un petit bureau, une kitchenette et une minuscule salle de bain. Le lit était bas, sans espace en dessous, donc rien n'aurait pu s'y glisser ou s'y perdre. Nous avons soigneusement rassemblé nos affaires pour le voyage de retour, et j'ai vérifié que tout était bien rangé, mon sac de maquillage, mon fer à lisser, tous les accessoires habituels. À notre retour aux États-Unis, je n'ai pas déballé ma valise immédiatement. Entre les 2 vols et le décalage horaire, j'étais épuisé. Ce n'est que quelques jours plus tard, en ouvrant ma valise, que j'ai réalisé que mon sac de maquillage avait disparu. Je n'étais pas si contrarié par la perte du maquillage en lui-même, car il n'était pas de grande valeur, mais plutôt par la disparition de la trousse en elle-même, qui me tenait à cœur. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Mes enfants ont leurs anniversaires en décembre et en janvier, ce qui rend cette période de l'année particulièrement mouvementée pour moi. J'avais pris l'habitude de cacher certains de leurs cadeaux dans ma valise, que j'ouvrais à plusieurs reprises pour en sortir les cadeaux quand je pouvais. En décembre, je l'ouvre pour le premier anniversaire, puis de nouveau pour Noël, et enfin en janvier pour leur 2e anniversaire. J'ai alors vidé complètement la valise. Vu que c'était une valise rigide, il m'était impossible de manquer un objet aussi volumineux qu'un sac de maquillage de 15 x 20 cm dans l'un des compartiments internes. Pourtant, je n'y ai rien trouvé. Quelques mois plus tard, vers février ou mars, je décide d'utiliser cette même valise pour mon travail. Je devais transporter plusieurs affaires, et la valise se révélait plus pratique que mes habituels sacs. Je l'ai donc sortie de la salle de rangement, et c'est là que tout a pris un tournant surréaliste. En ouvrant la valise dans ma chambre, je découvre mon sac de maquillage, juste là, en plein milieu. Je suis resté stupéfaite, figé sur place pendant de longues minutes, incapable de comprendre comment j'avais pu le rater tant de fois auparavant. Je l'avais pourtant inspecté minutieusement des mois plus tôt et l'avais vidé à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas tout. Sur le moment, j'ai pensé que peut-être, d'une façon ou d'une autre, j'avais simplement mal vu. Puis j'ai remarqué mon sac de pinceaux à maquillage. Il était posé dans mon placard, bien en vue. Mes enfants adorent jouer avec mon maquillage, c'est vrai, mais à l'époque, ils n'avaient que 2 et 3 ans. Ils n'auraient jamais pu dissimuler mes affaires de manière si astucieuse ni les remettre en place. De plus, ils n'étaient même pas à la maison quand je suis rentré du voyage et que j'ai initialement déballé mes affaires. Et même s'ils avaient trouvé le sac, je l'aurais forcément remarqué sur leur visage ou dans la maison. C'était impossible qu'ils le cachent pendant des mois sans que je le découvre. Puis, la situation est devenue encore plus déroutante. Après avoir décidé d'utiliser la valise pour transporter mon matériel de travail, je l'ai préparé comme d'habitude. Un matin, alors que je me rendais au bureau, j'ai chargé la valise dans ma voiture et laissé le moteur tourner le temps de faire un dernier tour de vérification à l'intérieur. En revenant, j'ai découvert que ma valise, que j'avais pourtant déposée en évidence, se trouvait désormais sous une immense table de massage. J'ai dû faire un effort considérable pour la dégager de là, sans comprendre comment elle avait pu se retrouver dans une position aussi étrange en si peu de temps. Mais ce n'est pas le plus perturbant. Le soir même, en arrivant chez moi, j'ai remarqué que la valise avait disparu. Complètement envolée, comme si elle n'avait jamais existé. Je l'ai cherchée partout, dans ma voiture, chez moi, au bureau. Rien. Depuis ce jour, je ne l'ai jamais revue. Cette valise qui contenait tant d'objets importants pour moi s'est évanouie dans la nature sans laisser la moindre trace. Encore aujourd'hui, je me sens frustré, presque furieuse face à cette situation inexplicable. Comment un sac de maquillage a-t-il pu disparaître et réapparaître après tant de mois, pour que la valise elle-même disparaisse ensuite sans raison apparente? Je continue de me poser la question, mais je ne trouve aucune réponse logique.
Cette histoire, aussi bizarre soit-elle, reste l'une des plus grandes énigmes que j'ai jamais vécues. Il y a environ un mois, un événement complètement surréaliste m'est arrivé, et j'ai besoin de le partager avant que les détails ne s'échappent de ma mémoire. Mais avant de plonger dans cette histoire, je dois préciser quelques points. Premièrement, je suis une mère célibataire en pleine possession de mes moyens. Mon fils, âgé de 7 ans, est atteint d'un autisme sévère et est totalement non-verbal. Pour nous, la communication passe par d'autres canaux que les mots. J'ai souvent entendu dire que nous avions développé notre propre langage, une connexion unique qui nous permet de nous comprendre sans échanges verbaux. Deuxièmement, ma grossesse s'est déroulée normalement, à l'exception d'une chose, j'ai dû accoucher par césarienne à 37 semaines en raison d'une forme légère de placenta previa. Cela signifie que, pour protéger à la fois le bébé et moi-même, le placenta devait être retiré après le bébé, nécessitant une césarienne programmée. Ce n'est pas un détail que j'oublie, car cela a ajouté une complexité à un moment déjà stressant. Mais voilà le plus étrange. Un dimanche soir, mon fils était chez son père. J'avais enfin une soirée libre et, sur un coup de tête, j'ai décidé de sortir en voiture avec une amie. Il faisait beau, l'air était agréable, et nous avons roulé dans la ville et le centre, les fenêtres ouvertes. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que tout bascule. Alors que nous discutions, tout d'un coup, nous avons ressenti quelque chose d'indescriptible. C'était comme une sensation de chute libre, semblable à celle que l'on ressent sur une montagne russe lorsqu'on dévale à toute vitesse. Mon souffle s'est coupé et j'ai émis un son involontaire, comme si l'air avait été aspiré hors de mes poumons. À ce moment-là, un bruit étrange a résonné, un son de vague de choc, mais atténué, accompagné d'une odeur métallique distincte. C'était si soudain et perturbant que nous en avons été figés. Nous n'avions pas mal, mais nous savions que quelque chose venait de se produire. Instinctivement, nous avons compris que nous avions traversé un portail temporel. Le monde autour de nous semblait inchangé, mais subtilement différent. Les couleurs semblaient plus vives, les sons légèrement distordus. Il était impossible de l'ignorer. Déconcertés, nous avons décidé de faire demi-tour. Peut-être qu'en repassant par cet endroit, nous pourrions revenir à notre état normal. Nous étions mi-amusés, mi-inquiètes. Un éclat de rire nerveux ponctuait notre conversation, tandis qu'aucune de nous n'osait vraiment dire à l'autre qu'elle pensait devenir folle. Nous avons donc refait le trajet, et à mesure que nous approchions de l'endroit initial, l'air semblait de nouveau chargé d'électricité. Nous pouvions sentir le changement avant même de le voir. En tournant le coin, le même phénomène s'est produit. La sensation de vide, l'odeur métallique, et dans une fraction de seconde, je n'étais plus moi-même. Je voyais à travers les yeux d'une fillette d'environ 12 ans. Ce n'était pas un souvenir ni une vision, c'était réel. J'étais elle. Elle marchait dans cette zone de la ville, se dirigeant vers un restaurant avec une énorme sculpture pour enfants à l'entrée. Chaque détail, chaque couleur, chaque pas que je faisais à travers elle, tout était d'une clarté presque oppressante. Puis, en un clin d'œil, j'étais de nouveau moi. Ma tête tournait et je me suis accroché au volant. J'ai décrit ce que j'avais vu à mon ami, encore sous le choc. Nous avons cherché sur Google le nom du restaurant et la sculpture que j'avais vue. À ma grande surprise, le restaurant existait bel et bien, mais il avait fermé en 2007. Et le plus étrange, c'est que je n'habitais même pas dans cette ville à cette époque. Comment pouvais-je savoir cela? Comment pouvais-je avoir cette connaissance, ce souvenir précis? Encore bouleversé par ce qui venait de se passer, je suis rentré chez moi. En route, j'ai décidé de vérifier comment se portait mon fils. J'ai appelé son père, qui m'a dit qu'il avait eu une crise comme jamais auparavant. Pendant près d'1 heure, il avait pleuré, crié, et semblait inconsolable. Pourtant, aucune des causes habituelles de ces crises ne correspondait à ce qui venait de se produire. Paniqué, je me suis rendu immédiatement chez eux. À peine arrivé, mon fils m'a vu et a littéralement couru vers moi. Il ne l'avait jamais fait. Jamais en 7 ans il n'avait montré ce type de réaction. C'était comme s'il avait ressenti quelque chose, comme si, d'une certaine manière, il avait su que j'avais traversé une expérience inimaginable. Il s'est calmé presque instantanément, puis est retourné jouer, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai rien dit à son père.
Comment aurais-je pu? Il m'aurait probablement cru folle. Mais depuis ce jour, les choses ne sont plus les mêmes. Je n'entends plus les sons de la même façon. Je ne perçois plus les couleurs avec la même intensité. Et plus troublant encore, mon fils, qui n'a jamais parlé un mot, a commencé à essayer de communiquer verbalement. Je le vois lutter pour former des sons, tenter de dire quelque chose, mais il n'y arrive pas. C'est comme s'il voulait désespérément me dire quelque chose d'important mais qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Je me demande parfois si ce que j'ai vécu ce soir-là n'a pas rouvert un passage que j'aurais traversé sans le savoir. Mon fils et moi avons toujours eu un lien particulier, un lien qui défie la logique et les mots. Peut-être que ce lien a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé. Peut-être qu'en 2012, lors de ma césarienne, quelque chose s'est réellement produit. Peut-être que je suis morte ce jour-là, et que ce monde est une version altérée, une autre réalité dans laquelle mon fils m'a choisi et ramené. Je n'ai pas de réponse. Je suis perdu, effrayé. Mais une chose est certaine, je protégerai mon fils, peu importe ce que cela signifie. Hier soir, alors que je laissais mes chiens sortir pour leurs besoins, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai vu ce qui ressemblait à une ouverture, une sorte de fenêtre vers un autre monde. À travers cette ouverture, il faisait jour. Un ciel bleu clair ponctué de quelques nuages blancs. Cette fenêtre s'est ouverte pendant un bref instant, puis s'est refermée. Juste après, j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé dans le jardin. Puis, un miaulement s'est fait entendre, comme celui d'un chat, venant de l'obscurité. Je n'ai jamais vu le chat, mais je l'ai clairement entendu. Mon détecteur de mouvements solaires s'allume parfois à des heures imprévisibles de la nuit, mais à chaque fois, il n'y a rien de visible. Et pourtant, chaque fois que la lumière s'active, j'entends ce miaulement de nouveau, sans jamais apercevoir ce chat. J'ai même remarqué des empreintes de chat sur mon véhicule, pourtant je ne possède pas de chat, seulement des chiens. Ce mystère m'intrigue, pourquoi ce chat ou quoi que ce soit d'autre ne se montre-t-il jamais? Dans cette même partie du jardin, j'ai aussi perçu un bruit étrange, comme si une créature massive s'éclaircissait la gorge. Un soir, j'ai vu une énorme silhouette blanche, ressemblant à un Bigfoot, courir dans la direction du jardin de mon voisin alors que je venais juste de laisser sortir mes chiens. Ce n'est pas la première fois que j'observe des phénomènes étranges dans ce secteur. En pleine nuit, vers 3 heures du matin, j'ai souvent entendu 2 chouettes émettre des ululements de part et d'autre de la rue, sans jamais réussir à les apercevoir. Une autre nuit, j'ai entendu des bruits de course rapide, mais rien de visible. Lors de mon travail en tant qu'agent de sécurité, j'ai vécu des situations similaires. Une nuit, alors que j'effectuais une ronde, j'ai entendu des chouettes ululer dans les arbres à proximité. Mais leur chant était inhabituel, ils commençaient à la base de l'arbre, se déplaçaient progressivement vers le milieu, puis atteignaient la cime, et enfin se terminaient par un étrange rire semblable à celui d'un singe. Aucun animal connu ne se comporte de cette manière. Je tiens à préciser qu'aucune substance n'est en cause ici, ni drogue, ni alcool, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne peux pas expliquer ce que je vis, ni même le rationaliser. Quand j'en ai parlé à mon père, il m'a traité de fou, mais il n'a jamais pu expliquer non plus ce qui se passait chez lui. Pourtant, il a lui aussi ressenti des présences et entendu des bruits bizarres, sans parvenir à identifier leur origine. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon jardin, mais cela dépasse largement les frontières du normal et de l'explicable. Tout a commencé par une fascination pour l'histoire, en particulier pour les aspects cachés de la Seconde Guerre mondiale. Je passais des heures à dévorer des livres et des documentaires, plongeant de plus en plus profondément dans des récits de projets secrets et de missions occultes menées par les nazis. Plus j'avançais, plus des liens étranges apparaissaient, et c'est ainsi que je suis tombé sur une théorie qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir: l'Antarctique abriterait des pyramides anciennes, utilisées comme portail vers d'autres dimensions. À première vue, cela semblait totalement absurde. Imaginer des pyramides enfouies sous des kilomètres de glace paraissait impensable, et pourtant, plusieurs documents et témoignages faisaient état de formations géométriques symétriques repérées sous les calottes glaciaires. Ces structures seraient bien plus anciennes que toutes celles connues sur Terre et seraient restées cachées pendant des milliers d'années. Les nazis,
avec leur obsession pour l'occultisme, auraient eux-mêmes mené des expéditions secrètes en Antarctique. Ils y auraient établi des bases, non seulement pour des raisons militaires, mais aussi pour explorer et exploiter l'énergie de ces mystérieuses pyramides. Des rapports classifiés mentionnent l'existence de projets visant à ouvrir des portails vers d'autres dimensions, utilisant des technologies retrouvées sous la glace. Après la guerre, les Alliés, et en particulier les Américains, se sont empressés de poursuivre les recherches dans cette région isolée, notamment par le biais de l'opération X-Jump en 1946. Cette mission, officiellement décrite comme une expédition d'exploration, comprenait pourtant des dizaines de navires, des milliers d'hommes et un équipement militaire impressionnant. L'expédition a été soudainement interrompue, les équipes ayant rencontré des phénomènes inexplicables, notamment des objets volants et des perturbations électromagnétiques. Les témoignages parlent d'affrontements avec des forces inconnues, forçant les troupes à battre en retraite. À partir de ce moment, l'accès à certaines zones de l'Antarctique a été sévèrement restreint, contrôlé par des forces militaires et réservé à des scientifiques triés sur le volet. En continuant mes recherches, j'ai découvert des images satellites montrant des structures pyramidales émergeant partiellement de la glace. Certains archéologues affirmaient qu'il s'agissait de formations naturelles, mais d'autres, plus discrets, murmuraient qu'il s'agissait d'édifices construits par une civilisation disparue bien avant l'apparition des premières sociétés humaines connues. Des rapports faisaient état de vibrations étranges émanant du sol et de phénomènes lumineux inexpliqués, visibles uniquement depuis certaines positions privilégiées sur le continent. Ces pyramides ne seraient pas de simples vestiges. Les théories les plus audacieuses évoquent des portails, permettant de voyager non seulement à travers l'espace, mais aussi entre les dimensions. Selon ces théories, les anciens, ces êtres mystérieux qui auraient construit ces structures, les utilisaient pour se déplacer à travers le cosmos et le temps. L'Antarctique serait ainsi un carrefour d'énergie cosmique, un lieu où le tissu de la réalité est plus mince, laissant entrevoir des portes vers d'autres mondes. Seuls les gouvernements les plus puissants et les élites ont accès à ces zones. Des personnalités influentes comme John Kerry et le patriarche orthodoxe de Russie se sont rendus en Antarctique ces dernières années, sous couvert de visites diplomatiques ou écologiques. Ces voyages se sont déroulés dans la plus grande discrétion, loin des médias. Ce n'est pas un hasard. Les autorités mondiales savent que l'Antarctique cache des secrets qui pourraient bouleverser l'équilibre du monde. Les conditions extrêmes et les restrictions d'accès ne sont pas les seules raisons pour lesquelles le continent est si protégé. Les pyramides cachées sous la glace contiendraient des technologies ou des connaissances capables de changer notre vision de l'univers. Certaines théories affirment que ces portails seraient encore actifs, permettant des allers-retours entre différentes dimensions. D'autres avancent qu'ils seraient les points d'entrée d'entités venues d'ailleurs, des entités qui ont influencé le développement humain depuis des millénaires. Les élites mondiales ont accès à ces lieux et s'efforcent de contrôler ce qui s'y passe. Tout est mis en place pour préserver le secret, pour éviter que ces informations ne se répandent. Les rapports qui émergent sont étouffés, les documents classifiés, et ceux qui s'approchent trop près de la vérité sont réduits au silence. L'Antarctique n'est pas simplement un territoire isolé, c'est le centre d'un pouvoir oublié, un carrefour entre le monde tel que nous le connaissons et des dimensions dont nous ignorons tout. Les pyramides de l'Antarctique sont bien plus qu'un mythe. Elles sont une clé vers des réalités qui échappent à notre compréhension. Ces portails ont été utilisés, et peut-être le sont-ils encore. Je suis convaincu que ce que j'ai découvert n'est que la pointe de l'iceberg, que d'autres vérités se cachent sous les couches de glace millénaires. Les élites ne se rendent pas là-bas par simple curiosité, elles cherchent à maîtriser ce pouvoir, à exploiter ces passages. Je ne sais pas ce que cela signifie pour l'avenir, mais il est certain que ces pyramides sont le secret le mieux gardé de notre planète. Beaucoup d'entre nous ont entendu des histoires d'expériences paranormales en forêt, sous de nombreuses formes. Que ce soit la sensation d'être observé depuis les bois ou de vivre des rencontres inexplicables en leur sein, ces récits varient, mais partagent une même origine, la connexion mystique entre les arbres et le monde spirituel. Dans la culture maya, la ceiba est considérée comme l'arbre sacré, un symbole puissant qui représente le lien entre le monde terrestre et l'au-delà. On croit que ses racines plongent dans le Xibalba, le monde souterrain, un lieu peuplé de créatures mystérieuses et d'esprits errants. Selon les légendes, autour des ceibas, il n'est pas rare de faire des rencontres avec les alux, de petites créatures espiègles ressemblant à des fées, connues pour leur capacité à semer la confusion et la peur. Cependant,
ce ne sont pas uniquement les sébats qui servent de passage entre les mondes. La plupart des arbres imposants sont utilisés par des entités pour descendre dans notre réalité. Ce sont des portes naturelles, dissimulées dans la végétation, entre le monde matériel et l'invisible. Mes cousins habitent dans une région rurale de Veracruz, au Mexique, un endroit bordé par de grands arbres et des palmiers imposants. L'environnement y est propice aux manifestations étranges. Depuis leur enfance, ils ont été témoins de phénomènes troublants, ombres flottantes entre les troncs, murmures dans les feuillages, et bien plus encore. Lors d'un séjour chez eux, j'ai moi-même vécu plusieurs de ces expériences. Chaque nuit semblait chargée d'une énergie lourde, et les bruits sourds, presque imperceptibles, résonnaient entre les branches, comme des appels lointains. Certaines nuits, mes cousins ont vu des silhouettes grotesques émerger des palmiers. Une fois, ils ont distingué un personnage ressemblant à un bouffon, aux traits exagérés et grimaçants, descendant avec agilité du sommet d'un palmier. Une autre fois, ils ont aperçu des enfants allongés, apparemment endormis, sur les plus hautes branches d'un arbre voisin. Ces visions, terrifiantes par leur étrangeté, se sont répétées à de nombreuses reprises, sans qu'ils ne puissent en comprendre la nature. Les villageois évoquent ces apparitions comme des manifestations des Alux, attirés par l'énergie des arbres et la proximité des êtres humains. Les arbres, selon la croyance locale, servent de refuge ou de point de passage pour ces entités. Le bruissement des feuilles ou le craquement soudain d'une branche la nuit sont autant de signes que quelque chose d'autre est présent, quelque chose qui se cache juste au-delà de notre champ de vision. Leurs racines s'étendent profondément dans la terre, touchant des courants d'énergie invisibles qui relient le monde des esprits et le nôtre. L'eau, elle aussi, joue un rôle important dans ces apparitions. Les cours d'eau et les rivières sont souvent associés aux esprits, formant une sorte de réseau où les esprits peuvent se déplacer et se manifester. Ainsi, la prochaine fois que vous partez en randonnée ou que vous campez près de la forêt, gardez à l'esprit que ces lieux ne sont peut-être pas aussi calmes et isolés qu'ils en ont l'air. Si vous ressentez une présence ou si vous apercevez une silhouette floue entre les troncs, cela pourrait bien être un de ces êtres qui vous observe, intrigué par le bruit de vos pas ou par votre intrusion sur son territoire. Les entités sont attirées par les arbres pour la même raison qu'elles le sont par l'eau, ces éléments naturels agissent comme des points d'ancrage entre les différents plans d'existence. En fin de compte, les bois, avec leurs imposants arbres centenaires, ne sont pas seulement des endroits de nature et de sérénité. Ce sont aussi des lieux où se mêlent le visible et l'invisible, où la réalité et les mythes s'entrelacent. Ce qui se cache parmi les feuillages peut être aussi fascinant que redoutable. Alors, la prochaine fois que vous vous aventurerez dans la nature profonde, prêtez attention aux bruissements et aux ombres dansantes, car vous pourriez bien être en train d'observer, ou d'être observé par quelque chose qui échappe à toute explication rationnelle. J'ai emménagé dans ma maison en 1985, après la naissance de ma deuxième fille. Dès le début, des événements étranges se sont manifestés, mais j'ai toujours cherché à trouver des explications rationnelles. Par exemple, la poignée de la porte du salon se mettait à trembler chaque soir, mais comme cette porte était près de l'entrée, je pensais que c'était simplement à cause des courants d'air. Pourtant, ce n'était que le début de phénomènes bien plus déroutants. Un soir, alors que mon mari était à la maison et que j'étais encore éveillé, j'ai vu quelque chose d'inespéré, une silhouette, celle d'un moine. Il est entré dans ma chambre, a fait le tour de la pièce, puis est passé à travers le mur. Terrifié, j'ai secoué mon mari pour qu'il regarde, mais il était trop tard. Le moine avait déjà disparu. Mon mari m'a dit que je rêvais, mais je savais que j'étais bien éveillé. Nous nous sommes disputés à ce sujet, et j'ai fini par me demander si j'avais vraiment halluciné. 6 semaines plus tard, alors que j'étais seul à la maison avec mes 2 filles, le moine est réapparu. Cette fois-ci, il semblait me réciter des prières, comme s'il me donnait l'extrême onction. Je me souviens avoir crié, presque par instinct, « Je ne suis pas catholique ». Et, comme par magie, il s'est volatilisé sur le champ. Le lendemain, j'ai raconté l'événement à mon mari, mais il a de nouveau insisté que tout cela n'était qu'un rêve. Puis, quelques jours plus tard, ma fille aînée m'a dit quelque chose d'inattendu, « J'aime bien la vieille dame ». Intrigué, je lui ai demandé de quelle vieille dame elle parlait. « Celle qui vient dans ma chambre et me lit des histoires chaque nuit », a-t-elle répondu innocemment. Mon mari a encore une fois balayé cela d'un revers de la main, disant qu'elle devait rêver. J'ai donc décidé de ne pas en parler davantage, pensant qu'elle l'aurait mentionné si cela la dérangeait. Un soir,
Pourtant, je l'ai entendue parler doucement alors qu'elle était censée dormir. Je suis entré dans sa chambre et l'ai trouvée assise dans son lit, les yeux grands ouverts, tendant le bras comme pour tenir la main de quelqu'un d'invisible. Lorsqu'elle m'a vu, elle a simplement baissé le bras et s'est recouchée sans dire un mot. Je me suis persuadé qu'elle était somnambule. Quand elle a de nouveau mentionné la vieille dame, je lui ai demandé de la décrire. Elle m'a répondu qu'elle avait les cheveux gris et portait des lunettes rondes. J'ai pris note de cette description, mais nous n'en avons plus vraiment parlé. 3 ans plus tard, j'ai eu mon fils. À ce moment-là, j'ai dû déplacer mes filles dans une autre chambre, une pièce que nous utilisions auparavant pour entreposer des affaires. Cette chambre m'avait toujours mise mal à l'aise. Un jour, alors que je nettoyais, j'ai entendu un rire hystérique de femme venant de cette pièce. J'ai ouvert la porte brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, le fauteuil à bascule, qui était dans un coin, se balançait tout seul, comme si quelqu'un venait de se lever. J'ai simplement fermé la porte, me disant que cette personne devait s'amuser toute seule. Peu de temps après, l'activité paranormale s'est intensifiée. Ma fille cadette a commencé à dire qu'un homme l'empêchait de venir dans ma chambre la nuit et la forçait à retourner se coucher. Même des années après cet incident, elle insiste toujours sur le fait que c'est ce qui se passait. Une nuit, j'ai entendu ma fille hurler mon nom à plusieurs reprises. Je me suis précipité dans sa chambre et me suis figé. Elle était debout à côté de son lit, se battant pour récupérer sa couverture qui flottait dans les airs. La couette était suspendue dans les airs, comme si quelqu'un d'invisible la tenait fermement de l'autre côté. Ma fille tirait de toutes ses forces, mais l'entité résistait. Dans un mélange d'incrédulité et de colère, je me suis approché et, d'une voix forte, j'ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Ma fille m'a répondu, frustrée, « Il ne veut pas que j'aie ma couverture. » À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve, ni une illusion. Quelque chose, ou quelqu'un, était réellement en train de jouer avec elle. J'ai crié avec une autorité que je ne pensais pas posséder, « Sors de la chambre de ma fille et ne la dérange plus jamais. Tu n'es pas le bienvenu ici. » À ce moment-là, j'ai vu 3 éclats de lumière traverser la pièce en une fraction de seconde, passant par-dessus mon épaule et s'évaporant dans les airs. J'ai rassuré ma fille, lui disant de crier si elle avait encore besoin de moi, et je l'ai recouchée. Depuis, j'ai vu et vécu tellement de choses dans cette maison que j'en ai perdu le compte. Et malgré tout, j'ai réussi à rester ici, principalement parce que nous n'avions pas les moyens de déménager et que j'avais déjà acheté la maison après 2 ans de location. Je me suis résigné à accepter ces événements étranges, apprenant à vivre avec eux, même si certains jours, je me demande encore pourquoi je suis resté. Pendant longtemps, j'ai mis l'apparition du moine sur le compte d'un rêve, comme mon mari l'avait suggéré. Après tout, pourquoi un moine viendrait-il dans ma chambre? Ce n'était pas logique. Mais il y a 2 ans, j'ai commencé à faire des recherches sur la région. J'ai découvert que le terrain sur lequel ma maison a été construite appartenait autrefois à un monastère. Cela m'a donné des frissons. Peut-être que ce moine faisait partie de ces lieux il y a bien longtemps. Peut-être qu'il ne faisait que suivre un chemin familier, une routine interrompue par la construction de notre maison. Ces années ont été parsemées de manifestations et d'événements que beaucoup qualifieraient de surnaturels. Pourtant, je suis resté, vivant au milieu de ces présences, acceptant leur existence comme une étrange normalité. Parfois, il est plus facile de coexister que de fuir ce qu'on ne peut comprendre. Mon mari et moi avons installé notre chambre dans le grenier. C'est une pièce tranquille et isolée, parfaite pour un sommeil paisible, ou du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à récemment. Un soir, alors que je regardais dans une direction précise, j'ai vu quelque chose d'incroyable, 4 ou 5 petites branches d'éclairs, d'axes en grave peine quelques centimètres, sortir de la poutre du toit. C'était si soudain, si net. J'ai même entendu un léger crépitement électrique et, en me tournant, j'ai vu que mon mari avait également perçu ce son. Toutefois, il n'a pas vu les éclairs. Ce qui rend cette situation encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune prise électrique ou installation dans cette partie du grenier. Rien qui pourrait expliquer ce phénomène. Plus tôt dans la journée, nous avions eu un violent orage. J'adore les orages, je les enregistre souvent. Mais celui-ci avait quelque chose de différent. Pendant que je filmais, j'ai capté des bruits singuliers,
presque comme une interférence statique. Ces sons inhabituels se sont manifestés tout au long de l'orage, ce qui m'a interpellé car je n'avais jamais entendu cela dans aucun des nombreux enregistrements d'orage que j'avais réalisés. Après la tempête, le ciel s'est éclairci et les heures ont passé tranquillement, sans incident. C'est environ 8 heures après la fin de l'orage, juste quand nous étions au lit, que ces branches d'éclairs ont surgi du plafond. Le lendemain matin, encore perplexe, je suis monté sur le toit pour voir s'il y avait la moindre trace de brûlure, une marque ou une fissure quelconque. Mais il n'y avait absolument rien. Le toit était intact, comme si rien ne s'était produit la veille. Cet événement m'a plongé dans une réflexion intense. La seule explication qui me soit venue à l'esprit est que l'orage avait accumulé une quantité d'énergie incroyable dans cette zone précise, juste au-dessus de notre chambre. Peut-être était-ce lié au bruit statique que j'avais enregistré. Peut-être que cette énergie, au lieu de se dissiper comme à l'accoutumée, s'était concentrée pour créer une sorte de décharge, ou un portail. Je n'avais jamais entendu parler de portail auparavant. Mais l'idée m'est venue immédiatement après cet incident, comme une révélation soudaine. Un portail, pourrait-il être possible qu'un tel phénomène se produise au cœur d'un simple grenier? Je ne saurais dire pourquoi, mais tout, dans cette expérience, semblait étrange et surnaturel. Les sons statiques dans ma vidéo, les éclairs sortant du plafond sans aucune raison visible, puis l'absence de toute trace sur le toit. Cette accumulation d'événements insolites m'a convaincu que quelque chose de plus grand que nous, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer avec des mots simples, s'est manifesté cette nuit-là. J'ai gardé la vidéo de cet orage particulier, avec tous les sons étranges qu'il a générés. Je me demande encore ce qui a bien pu se passer et pourquoi ces éclairs ont surgi des poutres du grenier, comme si une porte vers un autre monde avait tenté de s'ouvrir pendant un bref instant. Si quelqu'un d'autre a vécu un phénomène similaire ou pourrait m'éclairer sur ce qui s'est produit, je serais plus que reconnaissante d'entendre leurs expériences. Pour l'instant, je reste avec cette impression tenace que notre chambre a été le témoin d'un phénomène hors du commun, quelque chose qui échappe totalement à notre compréhension habituelle. Revenons un peu en arrière, à l'époque où j'ai emménagé dans ma maison, il y a un peu plus d'1 an. À ce moment-là, il n'y avait absolument rien dans cette maison. Je peux l'affirmer avec certitude. Ma grand-mère, qui était médium, avait examiné les lieux avant mon arrivée et m'avait assuré qu'il n'y avait aucune trace d'énergie négative. De plus, étant moi-même un peu sensible aux énergies, je suis généralement capable de percevoir s'il se passe quelque chose, et à cette époque, je ne ressentais rien de particulier ici. Mais tout a changé quelques mois après son décès. J'ai commencé à remarquer de petites choses étranges se produire dans la maison. Au début, c'était discret, quelques petits bruits ici et là, des tapotements aléatoires sur les murs. J'ai d'abord pensé que cela pouvait être le fruit de mon imagination, un mécanisme inconscient de deuil peut-être. Mais avec le temps, l'activité est devenue plus présente et plus dérangeante, en particulier dans la chambre d'amis. Une énergie lourde et sombre s'est installée dans cette pièce, une présence qui n'existait pas avant. Il ne s'agissait pas de l'esprit bienveillant de ma grand-mère qui aurait pu me rendre visite. C'était différent. Plus oppressant. Au début, cette sensation n'était qu'une vague impression, comme si la température de la pièce chutait imperceptiblement dès que je mettais un pied à l'intérieur. Puis, cela s'est intensifié, comme une ombre envahissante. Chaque fois que je pénétrais dans cette chambre, un poids écrasant me submergeait, me poussant presque à faire demi-tour. Parfois, les détecteurs de mouvement s'allumaient sans raison apparente, comme si quelque chose, ou quelqu'un, traversait la pièce. J'ai commencé à m'inquiéter sérieusement lorsque ces manifestations sont devenues quasi quotidiennes. J'ai réfléchi pendant des jours, cherchant à comprendre ce qui avait pu provoquer cette montée d'activité. J'ai repassé en revue chaque objet, chaque meuble, chaque souvenir que j'avais ramené chez moi. Je me suis même résolu à effectuer plusieurs rituels de purification dans toute la maison, utilisant de la sauge pour chasser les énergies négatives. Mais, au lieu d'apaiser la situation, cela semblait aggraver les choses. Quelque chose, dans cette chambre, réagissait avec une animosité palpable à mes tentatives de nettoyage. À un moment donné, mon bâton de sauge a même disparu mystérieusement, alors qu'il était posé sur ma table. J'ai cherché partout, dans chaque recoin, mais il était introuvable. Ce n'est que lorsque j'ai été forcé d'en acheter un nouveau que j'ai compris, l'esprit,
ou quelle que soit cette présence, voulait clairement me faire comprendre qu'il ne partirait pas si facilement. Hier, j'ai discuté de tout cela avec ma sœur au téléphone. En parlant des phénomènes paranormaux, nous en sommes venus à discuter des miroirs. Elle m'a rappelé une théorie que j'avais déjà entendue mais à laquelle je n'avais jamais prêté grande attention. Lorsque deux miroirs se font face, ils créent un vortex, une sorte de portail énergétique. Elle m'a alors demandé si j'avais des miroirs se faisant face dans ma maison. J'ai tout de suite répondu que non. Je n'avais jamais installé ce genre de configuration, du moins, c'est ce que je pensais. Mais d'un coup, j'ai eu un doute. Je suis allé vérifier dans la chambre d'amis, celle où l'énergie se faisait la plus pesante. Et c'est là que j'ai compris. Il y a, dans cette pièce, des portes de placard dotées de grands miroirs que je n'ai jamais pris le temps d'installer. Elles sont simplement appuyées contre les côtés des armoires, de manière négligée. Les deux miroirs se font face. Exactement comme ma sœur l'avait décrit. À cet instant, tout m'a semblé limpide. Ces miroirs, placés ainsi, avaient peut-être ouvert un passage, un portail à travers lequel quelque chose avait pu entrer. Peut-être quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il ne me reste plus qu'à les déplacer, à briser cette configuration qui semble avoir provoqué ce trouble. Je vais les retirer de la chambre et tenter un nouveau rituel de purification. Peut-être qu'en fermant ce « portail », je réussirai à chasser cette énergie qui s'accroche obstinément à la maison. La présence qui s'est installée ici est trop forte, trop ancrée pour qu'un simple rituel suffise. Je vais devoir être plus stratégique et précautionneuse cette fois-ci. Ce soir, je vais prendre les miroirs et les éloigner l'un de l'autre, veillant à ne plus jamais les positionner de cette façon. Ensuite, j'effectuerai une nouvelle purification de la chambre avec de la sauge fraîchement achetée et des prières de protection. Je veux retrouver la paix et la sérénité que j'avais en emménageant ici. Je ne peux pas laisser cette présence s'enraciner davantage. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir rétablir l'équilibre dans cette pièce et refermer définitivement ce portail. Cet événement s'est produit lorsque j'étais enfant, et il m'obsède encore aujourd'hui. À cette époque, j'avais environ 12 ou 13 ans, et je participais à un périple en kayak sur une rivière dans une région très rurale de France. C'était une expédition autonome, ce qui signifiait que nous transportions nos tentes et tout notre matériel, que nous dormions en pleine nature ou dans des campings, et que nous descendions une portion significative de la rivière, en groupe, accompagnés de quelques adultes. Si tu veux te faire une idée du type d'endroit où nous nous trouvions, tape Haut-Allier dans Google Images, c'est la région dans laquelle nous étions, sauvage, avec des gorges profondes semblables à des canyons et une nature ancienne et dense. Ce que j'ai vu s'est produit environ une semaine après le début du voyage. À ce stade, nous étions déjà bien enfoncés dans les terres sauvages. Ce soir-là, nous nous sommes arrêtés pour la nuit sur une rive caillouteuse de la rivière. J'ai tiré mon kayak sur la plage improvisée et, curieux de notre emplacement, j'ai commencé à m'éloigner pour explorer les environs. La rive était légèrement inclinée et donnait sur une épaisse lisière de grands arbres, derrière lesquels se trouvait une clairière. À mesure que je m'approchais de ces arbres, un sentiment étrange s'est emparé de moi. Une sensation de vertige, presque envoûtante, comme si quelque chose attirait mon regard vers le haut, m'obligeant à regarder entre deux troncs d'arbres. C'est alors que j'ai vu une ouverture. La clairière semblait s'étendre bien au-delà de ce que j'imaginais. Derrière les arbres, un immense plateau s'étirait à perte de vue. Le ciel y était d'un bleu profond, pur, et la plaine se fondait doucement dans les bases des collines sur les côtés, créant une perspective qui ne correspondait en rien à ce que nous avions traversé jusqu'à présent. C'était d'autant plus bizarre que cette vision n'avait rien à voir avec le paysage accidenté et boisé de la région où nous étions. Il n'y avait presque pas de plaine dans les environs, surtout de cette ampleur. Pourtant, ce que je voyais paraissait plus réel et tangible que tout ce que j'avais pu observer dans la journée. C'était comme si j'avais pénétré dans un autre monde, une scène tirée d'un conte fantastique. Le plus troublant, c'était la lumière. Elle avait quelque chose de surnaturel, d'intensément vibrant, comme si elle était imprégnée d'une autre dimension. À ce moment-là, j'ai aussi entendu un son. Une sorte de mélodie aérienne, lointaine mais claire. C'était comme une musique cristalline, semblable à un sifflement aigu ou au souffle d'un harmonica, mais encore plus pure et presque irréelle. La mélodie semblait émaner du fond de la plaine, amplifiée par le silence environnant,
comme un appel discret mais puissant. J'ai regardé fixement cette scène pendant ce qui m'a semblé être une éternité, bien que cela n'ait duré que quelques secondes en réalité. Puis, tout à coup, quelqu'un a crié mon nom. Le son m'a ramené à la réalité avec une telle brutalité que j'ai sursauté et détourné le regard. Lorsque j'ai voulu reporter mon attention sur l'ouverture, elle avait disparu. Plus de plaine, plus de ciel bleu éclatant, plus de mélodie lointaine. Juste la clairière habituelle, avec les arbres habituels, tout aussi ordinaires que la forêt environnante. La magie du moment s'était évaporée comme un rêve qui se dissipe au réveil. Je suis resté là, immobile, essayant de rassembler mes pensées, incapable de comprendre ce que je venais de voir. L'endroit semblait totalement normal, comme s'il n'y avait jamais eu cette plaine derrière les arbres. J'ai fait quelques pas, vérifié les alentours, mais rien ne correspondait à la vision que j'avais eue quelques instants plus tôt. Tout était revenu à l'état naturel. Après cet incident, je n'ai ressenti aucun malaise, aucune nausée ou symptôme qui aurait pu indiquer un coup de chaleur ou une fatigue excessive. La journée avait été calme, sans effort intense. Je n'ai aucune explication rationnelle pour ce que j'ai vu. Mais le sentiment persiste, encore aujourd'hui. À chaque fois que je repense à cette scène, une mélancolie indescriptible m'envahit. C'est comme si quelque chose, ou quelqu'un, dans cette plaine lointaine, m'appelait encore. Comme si j'étais censé franchir ce seuil, pénétrer dans ce paysage mystérieux. Le plus déroutant, c'est ce sentiment de perte, de nostalgie profonde. Une part de moi ressent le besoin irrésistible de retourner là-bas, de retrouver cette clairière magique. Je me demande parfois ce qui se serait passé si j'avais avancé vers cette ouverture, si j'avais exploré cette plaine et écouté cette mélodie jusqu'à la fin. Ce sentiment me suit depuis toutes ces années, comme un rappel d'une opportunité manquée, d'un chemin que je n'ai pas pris. Peut-être que c'était un simple mirage, un caprice de mon imagination d'enfant, ou peut-être que c'était quelque chose de bien plus profond, une porte vers un monde inconnu, réservé uniquement à moi, pendant ce court instant volé à la réalité. Je n'en ai jamais parlé à personne, craignant de ne pas être cru ou que cela paraisse ridicule. Pourtant, ce souvenir reste ancré en moi, aussi vif qu'au premier jour. Et même après tant d'années, je ne peux m'empêcher de penser que ce jour-là, j'ai entrevu un endroit où le temps et l'espace se mélangent, un lieu où les rêves et la réalité se confondent. Lorsque j'ai commencé à méditer il y a 8 ans, je me suis plongé dans la lecture de nombreux ouvrages, parmi lesquels les enseignements de Don Juan, notamment Voyage à Ixtlan. Ces livres exploraient la manière de concentrer l'énergie sur le troisième œil, situé entre les sourcils, pour accéder à des niveaux de conscience différents. Fasciné par ces idées, j'ai décidé de me lancer dans cette pratique, même si la méditation était encore très nouvelle pour moi à l'époque. Je passais plusieurs heures par jour à méditer, cumulant parfois jusqu'à 2 ou 3 heures en une seule journée. Petit à petit, en me concentrant sur cette zone entre les sourcils, j'ai commencé à ressentir une étrange sensation. C'était comme si un tunnel très long s'ouvrait dans mon esprit, un passage invisible que je pouvais voir clairement avec les yeux de mon esprit. Cela semblait presque irréel, mais plus je me concentrais, plus ce tunnel devenait tangible, prenant forme et longueur. Chaque fois que je m'installais pour méditer, ce passage s'ouvrait de nouveau, m'invitant à le suivre, comme s'il s'étirait vers un endroit au-delà de ma compréhension immédiate. C'était une expérience fascinante, presque hypnotique. Curieux de savoir où ce tunnel menait, j'ai continué à l'explorer jour après jour. Je voulais découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté, car il semblait y avoir quelque chose qui m'attirait. Puis, un jour, tout a changé. Ce jour-là, je m'étais concentré plus profondément que d'habitude, poussant mon esprit à s'ouvrir encore plus. Le tunnel s'est allongé devant moi, plus net, plus clair. Au bout de ce passage, j'ai perçu du mouvement, comme une ombre ou une forme qui se déplaçait. Intrigué, j'ai continué à fixer le fond du tunnel, essayant de discerner ce qui se trouvait là. Et soudain, boum. L'espace d'un instant, j'ai vu un œil. Un œil immense, étranger, qui m'observait depuis l'autre côté du tunnel. Nos regards se sont croisés et j'ai ressenti un choc intense, presque électrique. Ce n'était pas simplement que je le voyais, je savais avec une certitude glaçante que cet œil me regardait aussi, qu'il m'avait repéré. Il n'y avait pas de doute possible. Sa présence était écrasante, son regard puissant.
C'était comme si, tout à coup, une force indescriptible s'était connectée à moi, scrutant mon âme à travers ce passage que j'avais inconsciemment ouvert. Le moment où nos regards se sont croisés, une vague de peur m'a submergé. J'ai ressenti une telle intensité dans ce regard que j'ai brusquement interrompu la méditation et ouvert les yeux, le cœur battant à tout rompre. Mon corps tout entier tremblait. L'image de cet œil restait gravée dans mon esprit, comme si je l'avais vraiment vu, et pas seulement imaginé. À cet instant, je me suis souvenu des paroles de Don Juan à Carlos Castaneda, « Ce que tu peux voir, peut aussi te voir ». Et ce conseil a pris tout son sens. Cette chose, cet être, quoi qu'il fût, n'était pas seulement une projection de mon esprit. Il était bien réel, quelque part, et il m'avait vu. Je n'avais jamais ressenti une telle frayeur en méditant. Ce regard m'avait sondé, évalué, et je n'étais pas sûr de ce que cet œil, ou la créature à laquelle il appartenait, pensait de moi. Était-ce une présence bienveillante? Un esprit curieux? Ou quelque chose de plus sombre? Je ne voulais pas rester pour le découvrir. Cette expérience a été si intense, si troublante, que j'ai immédiatement décidé de ne plus jamais rouvrir ce tunnel. Ce n'était pas tant que je craignais ce que je pourrais y trouver, mais plutôt la certitude que ce que je trouvais pouvait aussi me trouver. Depuis ce jour, je continue à méditer régulièrement, mais je me garde bien d'essayer de rouvrir des portes ou des passages vers l'inconnu. Je préfère m'en tenir à des pratiques plus traditionnelles, centrées sur la respiration, la conscience de soi et l'apaisement de l'esprit. Cette expérience m'a rappelé à quel point l'esprit humain peut être puissant, et surtout, combien il est possible d'atteindre des états de conscience qui nous mettent en contact avec des choses que nous ne comprenons pas entièrement. Au début des années 1970, mes parents vivaient dans une région très reculée du nord de la Californie. La ville la plus proche était Eureka, mais leur foyer se trouvait sur une petite propriété isolée près de la rivière Klamath. C'était un endroit sauvage, entouré de forêts denses et de montagnes imposantes. Mon père était un excellent chasseur et, presque chaque semaine, il partait dans les bois pour chasser le cerf. Mais un jour, lors d'un de ses voyages, il est revenu avec une histoire bien plus étrange qu'un simple récit de chasse. À son retour, il a raconté à ma mère qu'il avait vu quelque chose d'inhabituel dans la forêt. Une sorte de portail était apparu devant lui. Il m'a décrit cet événement avec un mélange d'émerveillement et de prudence. C'était comme une ouverture dans l'air, presque comme si l'espace lui-même s'était déchiré pour révéler un passage vers ailleurs. Il m'a dit qu'il avait ressenti une forte attirance, presque une envie irrépressible d'entrer dans ce portail. Mais, au fond de lui, une voix l'avait averti, s'il traversait ce passage, il ne pourrait jamais revenir. L'idée de laisser derrière lui ma mère et moi, alors que j'étais encore un bébé, l'a ramené à la réalité. Il a résisté à cette tentation et a rebroussé chemin. Cette expérience a marqué mon père de manière profonde. Ce n'était pas simplement un moment de curiosité, c'était une rencontre avec quelque chose qui échappait à toute logique, une porte vers un monde inconnu. Le secteur où il vivait, près de la forêt de Shasta Trinity, est connu pour ses nombreux témoignages d'apparitions étranges et d'activités paranormales, notamment des observations de Bigfoot. La région se situe également non loin du mont Shasta, un lieu entouré de mystères et de légendes depuis des siècles, où beaucoup prétendent avoir été témoins de phénomènes surnaturels. Malheureusement, environ 6 mois après cette rencontre troublante, mon père est décédé dans un accident de voiture. Ce jour-là, il rentrait du travail, comme à son habitude. Il a perdu le contrôle de sa voiture sur une portion de route près de la montagne. La voiture a percuté le flanc rocheux, et l'impact l'a assommé. Sa voiture a ensuite basculé dans la rivière Klamath, où il s'est noyé. Sa mort a été qualifiée d'accident inexplicable, un événement tragique qui a laissé ma mère et moi dévastés. Durant mon enfance, ma mère me racontait parfois cette histoire, en me répétant les mots exacts de mon père. Elle n'a jamais su quoi penser de ce portail. Était-ce réel? Était-ce une hallucination causée par la solitude de la forêt? Ou bien s'agissait-il d'un avertissement, un signe du destin? Peut-être que ce portail était une sorte de symbole, une invitation qu'il avait refusée à l'époque mais qu'il aurait finalement emportée d'une autre manière. Je n'ai jamais oublié cette histoire, et elle m'a toujours hanté. En grandissant, j'ai fait des recherches sur la région de Shasta Trinity et le mont Shasta. Les récits de portails et de phénomènes étranges sont nombreux dans cette région.
Les légendes racontent qu'il s'agit de lieux où les frontières entre notre monde et d'autres dimensions sont plus minces, des endroits où des portails peuvent s'ouvrir, permettant à ceux qui sont prêts ou imprudents de les franchir. Récemment, alors que je parcourais des livres sur Amazon, un titre m'a interpellé. C'était un ouvrage sur des événements mystérieux dans la forêt de Shasta Trinity. Curieux, j'ai lu l'introduction. À ma grande surprise, l'auteur y décrivait une rencontre qui ressemblait étrangement à ce que mon père avait vécu. Il racontait avoir aperçu un portail dans les bois, presque identique à la description de mon père, une ouverture dans l'espace, une brèche lumineuse et palpable, mais qui semblait vibrer d'une énergie particulière, presque surnaturelle. L'auteur décrivait également la même sensation d'attraction, cette impression d'être poussé à entrer, tout en ressentant une peur intense, comme s'il savait qu'au-delà de cette ouverture, il n'y aurait pas de retour possible. En lisant ces lignes, j'ai eu des frissons. Comment se pouvait-il que quelqu'un d'autre ait vu la même chose que mon père, dans la même région, des décennies plus tard? Cette coïncidence était troublante, presque trop parfaite pour être un hasard. Cela me faisait repenser à l'histoire de mon père sous un autre angle. Peut-être que ce qu'il avait vu n'était pas unique. Peut-être que ces portails apparaissent à différents moments, à différentes personnes, toujours avec la même promesse silencieuse, un passage vers l'inconnu. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'il serait arrivé si mon père avait franchi ce seuil ce jour-là. Serait-il toujours vivant? Aurait-il disparu sans laisser de traces? Peut-être que ce portail représentait un choix, une bifurcation dans le cours de sa vie. En refusant d'y entrer, il avait choisi de rester avec nous, malgré tout. Et pourtant, le destin l'a rattrapé, l'arrachant à nous d'une manière tout aussi incompréhensible. Aujourd'hui, je continue de me poser des questions sur ce portail et sur ce que cela signifiait. J'ai souvent songé à me rendre moi-même dans ces bois, à tenter de retrouver cet endroit. Peut-être qu'un jour, ce portail réapparaîtra. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, comme mon père et l'auteur de ce livre, ont vécu la même expérience. Une part de moi espère en apprendre plus, découvrir la vérité sur ce mystère qui hante ma famille depuis si longtemps. Et peut-être, si un jour ce portail réapparaît, aurai-je le courage de me tenir face à lui et de découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Cela s'est passé il y a près de 20 ans, et pourtant je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui est arrivé cette nuit-là. Je me demande parfois si quelqu'un d'autre a vécu une expérience similaire ou pourrait m'aider à expliquer ce phénomène. Je me souviens qu'il était déjà bien tard, passé minuit, et la lune brillait haut dans le ciel. C'était une nuit de plein été, douce et sans un nuage, avec une légère brise tiède qui rendait l'atmosphère presque paisible. Ma petite amie faisait un léger jogging, et je l'accompagnais en pédalant tranquillement sur un VTT. Nous traversions un champ ouvert dans un parc qui bordait son quartier, à la périphérie de la ville. Là-bas, les étendues de terre vierge alternaient encore avec des parcelles boisées anciennes et des terres agricoles. Nous discutions doucement, profitant de la tranquillité de la nuit, lorsque nous avons décidé de prendre le sentier qui rejoignait son quartier résidentiel. C'est à ce moment-là que nous l'avons aperçu. À environ 10 ou 15 mètres de nous, au milieu d'un champ de maïs récemment récolté, une forme noire et opaque, semblable à un rectangle de la taille d'une porte d'entrée, semblait être apparue de nulle part, juste au-dessus des tiges coupées. La couleur de cet objet défiait toute logique, elle était plus sombre que l'ombre la plus dense autour de nous, presque comme si la lumière elle-même refusait de l'atteindre. En le fixant, j'avais l'impression de ne percevoir aucune profondeur. Cela ressemblait à une surface bidimensionnelle qui ne reflétait ni lumière, ni forme. Nous nous sommes figés, pétrifiés, mais non par la peur. C'était plutôt la stupéfaction qui nous retenait, nous empêchant de détourner le regard. Pendant un instant qui me sembla interminable, nous avons observé cet objet planer silencieusement. Puis, d'un mouvement aussi fluide qu'étrange, cette forme noire a basculé sur son côté, révélant une fine bordure avant de disparaître comme elle était venue. Elle s'est évaporée dans l'air, ne laissant aucune trace ni perturbation visible. Imaginez tenir une feuille de papier devant vous, si vous la faites pivoter lentement jusqu'à ce que seule la tranche soit visible, la feuille semble se réduire à une simple ligne. C'est exactement ce que nous avons vu ce soir-là. L'objet, en basculant, s'estompa progressivement, comme s'il était happé par une faille invisible. En essayant de trouver une explication après coup, nous n'étions pas terrifiés, mais plutôt abasourdis. Nous avons tenté de trouver une logique à ce que nous venions de voir.
Nous avons cherché autour de nous, analysant le terrain, mais il n'y avait rien qui aurait pu créer une telle ombre nette dans le champ. Aucun arbre, aucune structure ne pouvait projeter une silhouette aussi définie et, surtout, aussi silencieuse. La seule source de lumière était la lune, qui se trouvait directement au-dessus de nous, inondant le champ d'une clarté douce et uniforme. Cela éliminait toute possibilité d'un simple jeu de lumière ou d'une illusion d'optique. L'une des explications les plus plausibles aurait été la présence d'un animal, peut-être un cerf, qui se serait déplacé rapidement dans le champ. Mais ce qui nous avait figé n'était pas une silhouette animale. C'était une forme géométrique, rigide, avec des contours parfaitement délimités, quelque chose de non organique. Il n'y avait aucun son de pas, aucun bruissement dans le champ. L'objet, ou quoi que ce soit d'autre, semblait simplement flotter dans l'air, comme s'il n'était pas soumis aux mêmes lois de la physique que tout ce qui nous entoure. Je ne peux m'empêcher de penser à cet événement, et l'image de ce rectangle sombre me revient souvent en mémoire. En y réfléchissant, je me demande si ce n'était pas un portail ou une brèche, quelque chose qui dépassait notre compréhension de la réalité. Peut-être que, pendant un bref instant, nous avons entrevu une fenêtre vers autre chose, une autre dimension ou un espace inconnu. En y repensant, la forme me rappelle étrangement le monolithe noir de l'œuvre de science-fiction d'Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace, mais sans la profondeur et la consistance. Un objet semblable, mais qui ne semblait pas appartenir à notre monde. Cette expérience reste gravée dans ma mémoire, non pas comme un souvenir effrayant, mais comme une énigme que je suis incapable de résoudre. J'espère qu'un jour, quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce que j'ai vu cette nuit-là, ou au moins partager une histoire semblable pour que je sache que je ne suis pas seul à avoir observé l'inexplicable. J'ai une histoire à raconter, un souvenir de quand j'étais enfant, quelque part entre 2006 et 2008. Je n'en ai presque jamais parlé, car ce qui s'est passé est tellement incroyable que je doute encore de ma propre expérience. Mais c'est arrivé, et je n'ai aucun doute là-dessus. Ma mère et moi étions partis camper dans les bois du nord du Wisconsin. Dès notre arrivée au camping, j'ai trouvé l'endroit étrange. Nous étions les seuls sur place. Pas un bruit, pas une autre tente, pas une seule voiture, rien d'autre que nous et ces arbres immenses autour. L'air était lourd, et il y avait cette sensation indéfinissable d'isolement, même pour un enfant comme moi à l'époque. Le genre de silence qui rend tout plus intense, plus menaçant. Mais nous avons décidé de rester malgré tout. Au début, tout se déroulait à peu près normalement. Nous avons monté la tente, mangé autour d'un feu de camp et tenté de profiter de la tranquillité de la forêt. Mais peu après la tombée de la nuit, les choses ont commencé à devenir bizarres. La tente s'est soudainement remplie d'araignées, en quelques minutes à peine, comme si elles avaient été attirées ou guidées par quelque chose. Elles grouillaient partout, sur les parois, sur nos sacs, jusque dans nos vêtements. Paniqués, nous avons décidé de dormir dans la voiture. L'incident des araignées aurait déjà été suffisant pour rendre cette nuit mémorable, mais ce qui a suivi a dépassé l'entendement. Il devait être aux alentours de 2 ou 3 heures du matin. J'étais éveillé, incapable de trouver le sommeil. Je me sentais nerveux, presque paranoïaque. J'avais cette impression persistante que quelque chose, ou quelqu'un, se cachait dans l'obscurité. La forêt paraissait plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Même le bruit des feuilles ou le ululement des hiboux semblait avoir disparu. Alors que je fixais le paysage sombre par la fenêtre arrière gauche de la voiture, j'ai vu quelque chose qui m'a fait me redresser d'un coup. Un genre de portail s'est ouvert entre les arbres. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce phénomène. Je ne pouvais pas y croire. C'était comme une large ouverture qui semblait découper l'espace devant moi. J'ai cligné des yeux, me suis pincé, puis même giflé légèrement, mais la vision restait. J'ai senti la douleur, ce qui confirmait que je ne rêvais pas. Le portail s'élargissait lentement, atteignant près de 2 mètres de haut, avec une lueur bleu-vert vibrante. Cela me faisait penser, de manière presque ironique, à la série Rick and Morty, mais la réalité de la situation m'a empêché de trouver quoi que ce soit de comique. Ce que je voyais était bien trop réel. Pris de panique, j'ai réveillé ma mère en la secouant. Elle s'est redressée, encore à moitié endormie, mais quand elle a vu le portail, elle s'est figée. Elle m'a murmuré d'une voix tendue, « Ne bouge pas et reste silencieux ». Je n'arrivais pas à détacher mon regard de la scène qui se déroulait devant nous.
Un homme a émergé de l'ouverture. Il avait l'air humain, mais quelque chose n'allait pas. Il portait une sorte de tenue ancienne, un peu comme les Amish ou les Ménonites, avec des vêtements simples et un chapeau. Dans sa main, il tenait une lanterne. Il a regardé autour de lui, scrutant la forêt avec attention, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, il a fait un signe de la main et d'autres personnes sont sorties du portail, une par une. Je dirais qu'il y en avait au moins 5 ou 6. Tous vêtus de la même manière, tous avec des lanternes identiques. Ils se sont regroupés en cercle, chuchotant entre eux. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'ils disaient, mais l'atmosphère était lourde, presque palpable. Après quelques minutes d'échange, ils se sont dirigés, toujours en silence, vers la lisière de la forêt, marchant en file indienne. Seul le premier homme est resté en arrière, observant leurs mouvements avant de se tourner lentement vers le portail. C'est alors que, dans un geste calme, il est entré à nouveau dans le portail et celui-ci s'est refermé. Il n'y a pas eu de bruit, pas de flash, juste une fermeture nette et instantanée, comme si rien n'avait jamais été là. Ma mère et moi sommes restés immobiles, retenant notre souffle. Nous avons observé les silhouettes s'éloigner entre les arbres, les lanternes projetant de petites lueurs dans l'obscurité. Puis, peu à peu, leurs lumières ont disparu, avalées par la forêt. Dès qu'ils ne furent plus en vue, ma mère a allumé la voiture en tremblant et nous avons quitté les lieux aussi vite que possible, en silence total. Pas un mot n'a été échangé pendant tout le trajet de retour jusqu'à notre maison dans l'Illinois. Le lendemain, nous n'avons même pas abordé le sujet. C'était comme si nous avions instinctivement compris quand parler risquait de raviver cette expérience, de lui donner encore plus de réalité. Depuis cette nuit, ma mère et moi sommes devenus convaincus de l'existence de phénomènes paranormaux et d'autres dimensions. Ce portail et ses silhouettes étaient bien réels. Je sais que cela semble fou, mais il est impossible d'oublier ce que j'ai vu. Même des années plus tard, le souvenir reste vif, et je ressens encore le même frisson de terreur et d'émerveillement lorsque je repense à cette nuit-là. Je me demande souvent si d'autres personnes ont vécu ce genre de choses. Si quelqu'un d'autre a vu ces portails ou ces figures étranges dans la forêt. Je n'ai jamais trouvé de réponse ni rencontré quelqu'un qui aurait vécu quelque chose de semblable. Peut-être que ce soir-là, ma mère et moi avons simplement eu la malchance de nous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais, malgré la peur que cela m'a causée, une part de moi est toujours fascinée par ce mystère. Lorsque je suis arrivé pour la première fois sur cette propriété, je pensais y trouver une nouvelle chance. Une vieille caravane délabrée, plantée au milieu de 5 acres de terre dans une magnifique vallée du sud-ouest. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un endroit qui pouvait m'offrir une certaine tranquillité. Il y avait un ruisseau saisonnier qui, lors des pluies de mousson, transformait les 3 acres arrière en presque un lac. À l'arrière, une crête boisée bordait le terrain, donnant à l'endroit un aspect sauvage et isolé. La ville la plus proche se trouvait à 9 miles de là, accessible uniquement par un chemin de terre qui semblait être le pire que j'ai jamais emprunté. À cette époque de ma vie, j'avais traversé une série d'épreuves difficiles. Un enchaînement de mauvaises décisions m'avait conduit à louer cet endroit presque par désespoir. Une connaissance m'avait parlé de cette propriété disponible pour un loyer dérisoire, un endroit dont je pourrais m'occuper en échange de réparations. Cela me semblait une opportunité de sortir du gouffre financier dans lequel je me trouvais. Quand le propriétaire m'a contacté et que j'ai vu le lieu pour la première fois, je n'ai pas écouté les signaux d'alerte. Mon enthousiasme pour cette possible renaissance a étouffé toute méfiance. J'ai accepté les clés sans hésiter. Avant de m'y installer, j'ai dû nettoyer tout l'endroit, utilisant plus de javel que je ne l'aurais jamais imaginé. Le lieu semblait habité par le passé, des objets personnels abandonnés dans les placards m'ont fait hésiter à tout jeter. J'ai mis de côté certaines de ces choses sans trop savoir pourquoi, sentant qu'il serait irrespectueux de les expédier à la décharge. Après plusieurs semaines de nettoyage et de bénédiction pour purifier l'atmosphère, l'endroit était enfin prêt à m'accueillir. J'ai invité une amie proche pour célébrer cette nouvelle étape de ma vie. Alors que nous étions encore en train de finaliser quelques réparations, mon ancienne connaissance est arrivée avec sa famille entière, 2 petits-enfants, 2 adolescents et son mari. L'ambiance a immédiatement changé. Le mari, habituellement assez sociable, agissait de façon étrange, presque distante.
Je n'ai pas voulu gâcher la soirée avec mes impressions et j'ai préféré ignorer cette sensation de malaise. À un moment, ils ont accidentellement enfermé les clés dans leur voiture. Le mari a proposé à mon ami de l'accompagner chez eux pour récupérer un double. Pendant leur absence, l'angoisse de mon ancienne connaissance est devenue palpable. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à l'extérieur, guettant le retour de son mari, le visage crispé. Une tempête approchait, et alors que j'étais dans la cuisine, un bruit assourdissant a retenti, faisant trembler toute la maison. Mon instinct m'a fait sourire et je l'ai pris à la légère, disant aux enfants que Mère Nature était simplement très bavarde ce soir-là. Mais l'atmosphère s'est figée. L'une des petites qu'elle tenait dans ses bras a éclaté en sanglots, et mon ami est rentré en pleurant, secoué par quelque chose de plus profond qu'une simple frayeur. Il m'a fallu plusieurs minutes pour la calmer, la tenir dans mes bras pendant qu'elle s'effondrait. Lorsque les hommes sont revenus, son mari était plein d'adrénaline, affirmant que la foudre avait frappé tout près de leur voiture. Pourtant, le trajet qu'ils avaient effectué, d'habitude très court, avait inexplicablement pris près de 20 minutes. Ce décalage me paraissait étrange, mais je n'ai rien dit. Ce soir-là, après leur départ, mon amie m'a supplié de rentrer chez elle immédiatement. En rentrant, elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds sur cette propriété. Cette nuit a marqué un tournant. Notre relation a commencé à s'effriter et elle n'a jamais voulu parler de ce qui s'était réellement passé. Quand j'ai finalement emménagé, mes animaux, mon chien, mon lapin et mon chat semblaient heureux, explorant la maison et le terrain. J'ai organisé un feu de camp et, instinctivement, j'ai brûlé tous les objets que j'avais conservés. J'ai ressenti une étrange satisfaction à les voir partir en fumée, comme s'ils devaient être libérés. La première nuit, j'ai fait un cauchemar si intense qu'il m'a laissé sur le qui-vive. Je me suis réveillé en hurlant à plusieurs reprises, incapable de me débarrasser de cette peur viscérale. Dans ce rêve, tout se passait dans cette nouvelle maison. J'étais seul, terrifié, et personne ne répondait à mes appels à l'aide. Un des adolescents de la famille voisine était recroquevillé dans un coin, portant des shorts de bain à motifs floraux. Je savais qu'il y avait quelque chose dehors, quelque chose d'indicible, mais personne ne voulait me croire. Quand j'ai eu le courage d'ouvrir la porte, des serpents verts se tordaient sur le seuil. J'ai crié qu'on aille chercher le voisin avec un fusil. Il est arrivé avec une pelle, l'air nonchalant. Le rêve m'a laissé nerveux, mais je n'y ai pas accordé trop d'importance. 2 jours plus tard, alors que je profitais du soleil dans mon hamac, mon chien a brusquement reculé en grognant. À l'extérieur de la clôture se trouvait un serpent à sonnette. Je n'avais jamais vu un tel serpent auparavant. Alors que je me rapprochais, j'ai remarqué qu'il y en avait un deuxième, tous deux entremêlés. Je suis allé chercher de l'aide et le voisin est arrivé, avec la même pelle que dans mon rêve. Son fils, vêtu exactement comme dans ma vision, est resté en retrait, désintéressé. Les cauchemars ont empiré. Chaque nuit, je me réveillais en criant des mots que je ne reconnaissais pas. Le mot « bruja », que je n'avais jamais utilisé, revenait sans cesse dans mes rêves. La maison semblait s'imprégner de cette noirceur. Le dos de la caravane, cette pièce que je n'osais plus approcher, dégageait une énergie tellement oppressante que je me sentais malade rien qu'à l'idée d'y entrer. J'ai fini par appeler une chamane, espérant qu'elle puisse purifier l'endroit. Elle a refusé de venir après m'avoir entendu décrire la situation, me conseillant de quitter les lieux immédiatement. Son refus a renforcé mon sentiment de malaise. J'ai finalement réussi à trouver 2 femmes prêtes à m'aider. Nous avons marché autour de la propriété, et lorsqu'elles sont arrivées au cercle de feu, l'une d'elles s'est figée. Elle m'a demandé ce que j'avais brûlé. Lorsqu'elle a entendu ma réponse, elle m'a simplement dit « Tu n'aurais pas dû faire ça ». Après cela, elle a quitté la propriété sans un mot de plus. Les rêves, les apparitions en périphérie de mon champ de vision, les voix qui murmuraient dans la nuit, tout cela est devenu mon quotidien. Mon chien, qui grognait continuellement contre l'obscurité, semblait percevoir des présences invisibles. J'ai tenu bon malgré tout, refusant de me laisser chasser par une force que je ne comprenais pas. Mais cette terre, ces lieux, m'avaient marqué à un niveau profond, ancré dans quelque chose de bien plus ancien et malveillant que ce que je pouvais imaginer. Je ne suis plus jamais retourné sur cette propriété après avoir déménagé. Elle reste, dans mon esprit, une cicatrice vive, un endroit où la réalité et le cauchemar se confondent.
En juillet 2016, alors que je rentrais d'un dîner avec des collègues de travail, j'ai vécu une expérience totalement inexplicable. Il était environ 21h30, et je suivais ma route habituelle pour rentrer chez moi. J'avais quitté l'autoroute M1 et m'étais engagé sur le rond-point qui mène à mon village. La route que je prends est longue d'environ 2,5 km, avec des montées assez raides par endroits. Elle longe des champs et des haies, parsemés de quelques murets en pierre qui bordent le côté droit de la route jusqu'au village suivant. De l'autre côté de la route, il y a un pub, une petite ferme qui semble être utilisée comme habitation, et à mesure que la pente devient plus abrupte, un bois dense, avec d'autres champs au-delà. En cette saison, au cœur de l'été, les arbres sont chargés de feuilles, formant un rideau de verdure épais. Les champs sur ma droite, eux, ont cet éclat doré typique du mois de juillet, baignant la route d'un charme particulier. J'apprécie vraiment de conduire sur ce tronçon à cette période de l'année, lorsque la lumière dorée du soir illumine les champs et enveloppe la route d'une chaleur douce et apaisante. À cette heure-là, il n'y avait presque pas de circulation, et aucun véhicule agricole ne gênait ma progression. En approchant de la partie la plus raide de la route, j'ai changé de vitesse. À cet endroit précis, l'ombre des arbres rend l'environnement un peu plus sombre. C'est alors qu'un mouvement rapide sur ma gauche a attiré mon attention. En tournant la tête, j'ai aperçu ce qui ressemblait à un cerf immense, courant à côté de ma voiture. L'animal suivait parfaitement ma vitesse, ses muscles se contractant et se déployant avec une aisance presque surnaturelle. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il courait le cou tourné, me fixant droit dans les yeux à travers la vitre. Son regard était profond, comme s'il essayait de me communiquer quelque chose. Tout en maintenant ma concentration sur la route, je ressentais une étrange fascination mêlée à l'incompréhension. Le cerf n'avait rien de normal. Sa taille, son allure, tout semblait démesuré, irréel, comme s'il appartenait à un autre monde. L'air chaud de la soirée, combiné à la lumière tamisée de ce moment crépusculaire, rendait la scène d'autant plus envoûtante. L'animal a couru ainsi à côté de moi pendant 1 minute à peine. Puis, soudainement, il s'est élevé légèrement, ses pattes semblant effleurer l'air, et s'est dirigé vers la lisière des arbres à ma gauche. À ce moment précis, une sorte de surface ondulante est apparue devant lui, comme un voile d'eau qui se déforme en plein air. La scène avait l'apparence d'un miroir liquide, vibrant légèrement, créant une frontière floue et mouvante entre les arbres. L'effet était saisissant, comme si une porte s'ouvrait dans la réalité elle-même. Le cerf s'est simplement dirigé vers cette surface et a disparu dans le rideau de feuilles et de branches sans que je le voie traverser le miroir. Le miroir, quant à lui, a cessé d'onduler et s'est volatilisé, se dissipant dans l'air comme s'il n'avait jamais existé. L'espace d'un instant, tout est redevenu parfaitement normal. La route était toujours là, les arbres bordaient la chaussée comme avant, et le silence environnant n'était perturbé que par le ronronnement de mon moteur. Je suis resté là, les mains crispées sur le volant, essayant de comprendre ce que je venais de voir. L'adrénaline pulsait encore dans mes veines, mais je n'ai ressenti aucune peur, juste un étonnement profond et une sensation d'avoir assisté à quelque chose de totalement en dehors des lois de la nature. Rien n'avait changé autour de moi, pourtant cette rencontre m'avait ouvert les yeux sur une dimension que je n'aurais jamais soupçonnée. Cet événement n'a pas bouleversé ma routine. Je continue à emprunter cette route régulièrement, sans crainte ni appréhension. Cependant, il a éveillé en moi une nouvelle sensibilité, une réceptivité à l'inexplicable. Cette vision fugace d'un animal traversant une barrière invisible, ce reflet d'un monde caché derrière le nôtre, m'a laissé avec le sentiment que la réalité est peut-être bien plus complexe que ce que l'on perçoit au quotidien. Depuis cet instant, je n'ai cessé de me demander ce que cela signifiait réellement, et si cette expérience n'avait pas ouvert la porte à d'autres phénomènes que je pourrais encore découvrir un jour. Pendant la guerre en Irak, les armées britanniques et américaines ont déployé des unités spécialisées composées d'experts tels que des anthropologues, des historiens et des archéologues. Ces équipes avaient pour mission de sécuriser, étudier, emprunter de nombreux artefacts babyloniens, sumériens et irakiens d'une valeur inestimable. Ces trésors archéologiques, autrefois inaccessibles sous le régime de Saddam Hussein, semblaient soudainement devenir une priorité pour les forces de la coalition. Parmi ces sites d'une importance capitale, le Ziggurat-dur a suscité un intérêt tout particulier. Cette imposante structure défensive sumérienne, semblable à une pyramide, est entourée de légendes.
On dit qu'elle renfermerait un portail vers l'au-delà, ou ce que certains appellent un Stargate. Durant le conflit, les États-Unis ont pris des mesures extraordinaires pour sécuriser le site. Ils ont non seulement interdit l'accès au public, mais ont également construit une base aérienne juste à côté, ce qui est pour le moins étrange compte tenu de l'emplacement éloigné et de la nature strictement archéologique du lieu. Des rumeurs circulent depuis cette époque, racontant que des entités démoniaques se feraient entendre à l'intérieur du Ziggurat, hurlant depuis les profondeurs de la structure. D'autres témoignages font état de phénomènes inexplicables, semblables à ceux observés plus tard à Fort Worth, aux États-Unis. Ces récits font état de perturbations électromagnétiques, de disparition de matériel et de visions troublantes, laissant entendre que quelque chose d'étrange se dissimulait sous les fondations de cette ancienne ziggurat. Les équipes de recherche, composées de scientifiques et d'experts, ont travaillé sous surveillance armée permanente. Des unités militaires américaines étaient en état d'alerte élevé autour du site, empêchant toute intrusion et garantissant que tout ce qui se passait à l'intérieur restait secret. Cette vigilance inhabituelle n'a fait qu'alimenter les théories conspirationnistes et les spéculations sur la véritable nature du site. Certains prétendent que le Ziggurat-Dur abrite le portail de l'Antéchrist, une entrée vers une dimension démoniaque d'où émaneraient des forces obscures prêtes à être libérées. D'autres estiment qu'il s'agit d'un transporteur galactique laissé par les Anunnaki, une supposée race supérieure extraterrestre qui aurait autrefois régné sur la Terre. Une autre théorie, encore plus audacieuse, évoque un portail vers l'enfer lui-même, un lieu maudit que seuls les plus téméraires ou les plus imprudents auraient tenté d'ouvrir. Pour certains, ce site n'est rien de moins qu'une arme ancienne découverte par les Américains, capable de bouleverser l'équilibre des forces mondiales. Cette théorie expliquerait l'intérêt soudain et massif des États-Unis pour les antiquités irakiennes, ainsi que l'invasion rapide et déterminée du pays en 2003. Le Ziggurat-Dur, au-delà de son rôle archéologique, pourrait être une relique d'un passé oublié, une clé vers des pouvoirs dont les ramifications échappent à notre compréhension actuelle. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les États-Unis ont investi des ressources considérables pour mettre la main sur ces artefacts et sécuriser ces sites pendant le conflit. Cela soulève des questions sur les véritables raisons de leur présence en Irak. Cherchaient-ils à préserver un patrimoine menacé, ou leur intérêt était-il motivé par des préoccupations plus obscures, peut-être même métaphysiques ? Les récits qui entourent le Ziggurat-Dur continuent d'attiser la curiosité et la peur. Pour certains, ce monument millénaire est la porte d'entrée vers d'autres dimensions, un passage vers l'inconnu que peu d'entre nous sont prêts à explorer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.